Bon allez c'est parti, aujourd'hui je vous explique pourquoi à mon avis USDC c'est de la merde. Dans la dernière vidéo j'ai expliqué pourquoi USDT à mon avis c'était de la merde. Il y a beaucoup de points communs entre USDT et USDC, donc je ne vais pas les répéter, réexpliquer dans cette vidéo. Je vais peut-être les évoquer, les survoler, mais si vous avez envie de comprendre un peu plus en profondeur tous ces principes, il y a la vidéo sur USDT, et puis de toute façon, se renseigner sur le plus gros stablecoin du marché, et donc du coup, les raisons pour lesquelles c'est de la merde, et donc du coup, il y a un risque systémique quand même sur le marché du fait de ce stablecoin, ça devrait peut-être vous intéresser. On démarre tout de suite avec la partie historique sur Messari qui en général donne des bonnes informations. Et sur SDC on apprend quoi? On apprend que c'est un truc qui a été construit en partenariat entre l'entreprise Circle et l'entreprise Coinbase pour créer un consortium qui s'appelle Center. Donc c'est des trucs de mecs en cravate un petit peu compliqués, qu'on fait un montage juridique et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ça. Et les cours de justice, les cravates, ça se passe mal en général pour les dindons de la farce qui se pourrait bien être, dans le cas qui nous intéresse, les possesseurs de USDC en cas de problème. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que finalement avoir un USDC c'était avoir en quelque sorte un jeton qui représente une dette de l'entreprise qui a émis le stablecoin vers vous. Donc là, en l'occurrence, Center Circle. Et j'ai expliqué aussi que, en général, dans le monde normal, quand quelqu'un a une dette envers vous, pour que vous acceptiez cet état de fait, vous étiez payé pour le risque que cela représente qu'il ne vous rembourse pas via un taux d'intérêt. C'est ce qui se passe quand vous achetez une assurance vie. En général, dans ce produit, il y a de la dette d'État, de l'État français, qui vous rémunère pour cela. Alors, à mon avis, c'est une très mauvaise dette. L'État français, moi, je n'y toucherai pas avec un bâton, faites comme vous voulez. Ceci est une incise non nécessaire, mais quand même, ça me fait plaisir de le dire parce que j'aime pas beaucoup comment Bruno Le Maire gère nos affaires. Voilà, j'ai dit ça poliment. Bon, voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, il y a quelqu'un qui, quelque part, a une cagnotte, et pour chaque USDC en circulation, il a un dollar américain, un vrai, en banque. Alors pas tout à fait un dollar américain, il peut avoir ce qu'il veut, il peut avoir également lui aussi de la dette d'État, de la dette d'entreprise ou des vrais dollars américains, bref, les trois ça marche, on est content avec ça. Donc pour résumer, il y a quelqu'un qui vous doit du pognon et ce quelqu'un, il y a quelqu'un qui lui doit du pognon et vous n'avez pas tellement accès aux détails. En plus, si ce quelqu'un, on le rembourse pas, c'est vous qui assumez les pertes. Et en échange de ce risque, vous n'êtes même pas payé. Très bon deal, bravo! Non, plus sérieusement, la raison pour laquelle vous avez des stablecoins, c'est que vous n'avez pas envie de repasser en monnaie fiat, en USD ou en euros parce que c'est un événement imposable. Vous êtes d'accord pour prendre ce risque pour éviter l'impôt. Donc le tout, c'est peut-être de choisir le meilleur stablecoin parmi ceux qu'on vous propose. Spoiler alert, à mon avis, c'est pas USDC. Donc si vous allez sur le site de Center, qui est le consortium qui s'occupe de tout ça, vous allez voir, on vous dresse des louanges sur la transparence, etc., etc. Et vous avez même accès au rapport. Et alors, c'est génial, on peut cliquer dessus et là on voit la liste chaque mois, un rapport, donc c'est vraiment très très transparent. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Eh bien si on clique sur le dernier, donc celui de mai, tiens on n'a pas celui de juin, bon il doit être un peu en retard, c'est pas grave, eh bien on a la possibilité de le lire et on voit un petit peu l'état des comptes au 31 mai. Donc on voit qu'on a strictement aucun détail, que du blabla, mais on a quand même la signature de Timothy. Et quand Timothy met une signature, ça me donne hyper confiance. Je pense que la signature de Timothy, ça vaut complètement 54 milliards de confiance. Je pense qu'une communauté, que tous les gens qui possèdent de l'USDC pour 54 milliards peuvent être rassurés du fait de la signature de Timothy. Non, je déconne, ça me rassure pas du tout. Donc je le rappelle, quand il y a un grand scandale financier, n'importe lequel, Lehman Brothers, Bernard Madoff, celui que vous voulez, votre préféré, il y a toujours des mecs en cravate qui ont mis des signatures et qui ont garanti que c'était bon, on pouvait y aller.
Donc, un mec en cravate qui met une signature et qui garantit que c'est bon, on peut y aller, moi, ça me rassure pas. Si vous, ça vous rassure, c'est très cool. Alors, il se trouve que dans ce rapport, on n'a pas beaucoup de détails, alors que si je prends le rapport de juillet dernier, j'avais quand même un petit peu plus de pages, et j'avais un tableau qui me donnait le breakdown, c'est-à-dire le détail en pourcentage des différents trucs qu'il possédait. À l'époque, on était à 27 milliards, donc environ 2 fois moins, et j'avais même une définition de ce qu'ils entendaient par là pour cash in cash equivalent, corporate bonds, etc. Aujourd'hui, si je veux avoir tous ces détails, je suis obligé d'aller fouiller sur le site d'une officine d'un gouvernement américain qui est la SEC, donc c'est pas n'importe qui, on l'appelle le gendarme de Wall Street, et là, effectivement, j'ai quand même un petit peu plus de détails. J'ai quand même un tableau avec des chiffres, et j'ai une en tête qui fait super bien, quoi, United States Security and Exchange Commission. Et le truc date de y a pas très longtemps. Alors eux, leur boulot à USDC, c'est quand même de vous rassurer sur le fait que effectivement, chaque USDC que vous possédez, il y a effectivement un dollar américain derrière, sous une forme ou une autre. Et donc comme en ce moment, on est dans le contexte d'une crise mondiale, que les gens ont peur que des sociétés fassent faillite et que du coup, avoir de la dette de société, ça n'a pas très bonne réputation, et ben vous allez avoir des articles publiés comme ça qui vous disent que en fait ils sont à 20% en cash et à 80% en dette d'État américaine. Donc contrairement à la dette française, la dette d'État américaine garantit super bien le dollar américain. Les États-Unis peuvent créer autant de dollars qu'ils veulent, donc on sait qu'ils pourront toujours vous rendre le bon nombre de dollars. Après, combien va valoir ce dollar si on le convertit, je sais pas moi, en paquet de clopes, en immobilier, en bouteille d'eau ou en choucroute, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, un dollar américain, ils pourront toujours vous le rendre. En tout cas, je vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas. Donc c'est super rassurant cette histoire. Mais moi, il y a 2 trucs qui me dérangent dans cette assertion. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils entendent que en juillet dernier, ils géraient comme des cochons et ils faisaient n'importe quoi parce qu'ils n'avaient pas du tout cette stratégie. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui ils sont super bien et qu'avant ils n'étaient pas super bien et qu'ils ont redressé la barre. C'est quand même un petit peu bizarre comme discours. Avant on n'était pas top et maintenant on est super bien. Bof. Non, la réalité, c'est que la dette américaine payait environ 0, que maintenant elle paye 3, que en plus, il y a plus de risques sur le marché de la dette d'entreprise, et donc du coup, ils se sont réfugiés sur la dette américaine, puisque d'une part, elle paie pas trop mal, et que d'autre part, elle est moins risquée, c'est tout. Donc leur discours, regardez, on est super prudent, vous pouvez nous faire confiance, il n'y a pas de risque de banqueroute, on a de la dette américaine, parce qu'on gère super bien, c'est un petit peu du bullshit. En fait, ils se sont rabattus sur ce qui est le plus raisonnable en termes de coût-bénéfice, mais ça, au fond, on peut pas leur en vouloir. Et donc du coup, vous avez envie de me dire, mais alors, pourquoi USDC c'est de la merde? Ils ont de la dette américaine, ils ont du cash, on risque pas grand-chose. Bon, et ben ça déjà, je le mettrai entre parenthèses, vous en savez rien s'il y a effectivement tous les 50 milliards derrière. Et d'autre part, comme nous le fait remarquer Paxos dans un article que j'ai diffusé dans la vidéo précédente, USDC n'est pas bankruptcy remote. Qu'est-ce que ça veut dire que ce gros mot? Eh bien ça veut dire qu'en cas de faillite, en cas de banqueroute de la part de Circle, on irait taper dans les réserves des détenteurs d'USDC. Donc là, admettons qu'il y ait bien 50 milliards dans la caisse, que tous les USDC, il y ait bien un dollar américain derrière. Si demain, je sais pas quoi, moi, le PDG de Circle se met à prendre des jets privés, à remplir des piscines de champagne et de caviar, à faire absolument n'importe quoi, et qui coule sa boîte, eh bien, on irait taper dans les réserves de vos stablecoins. Et donc Circle a répondu dans un article où ils écrivent la phrase suivante: dans le cas très improbable où nous ferions faillite à cause d'un stress extrême, la réserve séparée d'USDC devrait permettre de rembourser chaque USDC à $1. Le mot très important ici, c'est should. Should en anglais, ça veut dire conditionnel, ça veut dire devrait.
Donc là, vous pouvez être sûr qu'il y a un mec en cravate qui lui a dit hop, annonce pas des trucs quand même, utilise le conditionnel, c'est mieux. S'il avait voulu nous rassurer et qu'il avait pu le faire, croyez bien qu'il n'aurait pas utilisé un conditionnel, il aurait affirmé. Donc Circle n'a pas la même structure juridique que Paxos, ceux qui font le BUSD, ils ne sont pas bankruptcy remote, et donc du coup, ça tapera dans la caisse. Mais lui, il dit non, mais vous inquiétez pas les mecs, ça devrait pas arriver quand même, je pense pas, non. Non, c'est bon. Vous inquiétez pas, c'est bon, y a pas de galère. Donc en fait, vous êtes en train de faire confiance à un gars parce qu'il vous dit qu'on peut lui faire confiance. Ça a peut-être un petit peu plus de valeur qu'une diseuse de bonne aventure, mais bon, il n'y a aucune diseuse de bonne aventure qui a fait une arnaque de l'ampleur de celle de Bernard Madoff ou qui a créé des catastrophes financières de l'ampleur de celle de Lehman Brothers. Donc, entre nous soit dit, je ne sais pas si on peut leur faire confiance. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y en a plusieurs des stablecoins, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et BUSD, lui, entre nous soit dit, il est bankruptcy remote, c'est-à-dire que si Paxos fait faillite, vous aurez accès à la cagnotte qui est censée avoir $1 pour un BUSD en circulation. À aucun moment, les dettes de l'entreprise Paxos n'impacteront la cagnotte, alors que les dettes de l'entreprise Circle, elles, oui. Alors en ce moment sur internet, il y a tous les FUD qui circulent, il y a tous les discours paniquards qui existent pour attirer du clic. Ne croyez pas non plus en tout ce qu'on vous raconte. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, faut faire le tri. Par exemple, il y a ce mec-là qui a fait pas mal de bruit dans la communauté, 1828 retweets, quasiment 4000 likes, donc on peut dire que son tweet, il a été vu. Alors lui, il nous permet la banqueroute du SDC. Pourquoi ? Eh bien, il nous a fait un petit schéma et on va l'expliquer. Alors il nous dit que Circle, en gros, ça leur coûte 5% par an d'utiliser Silvergate, donc il y a 5% de leur trésorerie dédiée au coin qui s'évapore chaque année. Donc si c'était le cas, ça serait un petit peu chiant parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'ils fassent plus de 5% en investissement pour pouvoir compenser. Et franchement, c'est beaucoup. Faire plus de 5% par an quand on a un petit capital, c'est faisable. Faire 5% par an quand on a 50 milliards, c'est un challenge qui est beaucoup plus compliqué. Surtout quand vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit d'avoir une perte de 10% momentanée. Donc du coup, il faut faire plus de 5% avec des investissements absolument sûrs et certains. C'est quand même pas simple. J'ai pas de preuve que ceci soit vrai, soit pas vrai, mais ça me semble assez cher quand même comme frais bancaires, mais peut-être, je ne sais pas. Donc là, on nous parle d'un montage un petit peu compliqué dans lequel je ne vais pas rentrer, et on nous dit qu'à la fin, finalement, ce qu'ils font, c'est prêter, c'est avoir de la dette sur des entreprises risquées. On nous met des petits dés qui brûlent, et on nous balance des noms qui font peur, Celsius, Voyager, etc., etc. Enfin, des entreprises qui sont en train de faire faillite, pas toutes d'ailleurs, mais certaines entreprises qui sont en train de faire faillite, Triaro Capital, etc. Et donc du coup, s'ils sont effectivement prêtés à ces sociétés, et que ces sociétés ne peuvent pas les rembourser, eh bien, ils ont un trou dans leur trésorerie, et malgré le coup de tampon du mec de New York, ça va mal. Alors la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que le coup de tampon du mec de New York, il considère qu'une dette de la part de Celsius de 1 milliard, elle vaut effectivement 1 milliard. Et vous, est-ce que vous considérez qu'une dette de Celsius de 1 milliard, ça vaut 1 milliard ? Faut voir, hein, on ne sait pas, on verra, l'avenir nous le dira, je dirais. Il estime que du coup, ils ont une perte de 5 milliards, c'est-à-dire environ 10% de leur market cap, et il nous dit que du coup, ça va très mal se passer tout ça. Mais rappelez-vous, on a le rapport de la SEC sur leur comptabilité, et honnêtement, moi, je suis pas du tout un expert en expertise financière, analyse de boîte, et ce genre de truc suffisamment, mais les propos de ce tweet semblent incohérents par rapport à ce rapport.
Tout ça pour dire que ce genre de rumeur, je ne suis pas fan. À mon avis, c'est de la connerie. Et si le danger vient de quelque part, il vient de cette histoire de bankruptcy remote. Certainement, il y a suffisamment d'argent dans la caisse. Et cet argent, comment l'ont-ils mis? Si ça se trouve, ils ont eu des pertes par le passé. Et si ça se trouve, Circle, au titre de la boîte elle-même, a des dettes ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a des montages très très compliqués entre le consortium, entre Circle, entre Coinbase, et que quelque part il y a une dette irremboursable et qu'à un moment donné il va y avoir une faillite et à un moment donné par ricochet on va aller taper dans la caisse des USDC, mais probablement maintenant rien ne me dit qu'il n'y a pas l'argent dans cette caisse. C'est pas le coup de tampon de Timothy qui me rassure, et de toute façon je pense qu'il doit y avoir des artifices juridiques pour aller taper dedans en cas de problème, et c'est ça à mon avis qu'il y a à redouter. Rapidement, j'en ai parlé plus longuement et plus en détail dans la vidéo précédente. L'évolution des parts de marché dans le domaine des stablecoins, c'est très important, et c'est pour ça que le graphique des market cap des stablecoins est quelque chose à surveiller si vous avez envie de prendre la température. Sur USDT, on voit que tout s'est très bien passé jusqu'à l'affaire de Luna, et là ça a commencé à être un énorme problème pour eux, mais avant ils ont continué à croître. Pour USDC, c'est l'inverse. Depuis mars environ, ils perdaient des parts de marché, et c'est l'affaire de Terra Luna qui plutôt les a relancés. Cependant, depuis on va dire quelques jours, là on a mis un mois, eh bien on sent que c'est sur le déclin, et on voit bien qu'ils sont obligés de décaisser de l'argent petit à petit. Alors, s'il y a un trou dans la caisse, on ne sait pas à quel moment ça va poser problème. On peut se rassurer parce que apparemment, avant l'histoire de Luna, ils avaient réussi à décaisser quand même pas mal de fric, et donc du coup, je ne sais pas si Circle était exposé à Luna, je ne sais pas si Coinbase était exposé à Luna, mais à l'époque, ils étaient capables de décaisser de l'argent, et depuis, ils en ont reçu manifestement beaucoup. Donc l'argent qu'ils ont reçu depuis lors, il n'est pas délirant de penser qu'ils peuvent le décaisser facilement, et que la market cap de USDC peut descendre jusqu'à 48 milliards sans aucun problème. Mais encore une fois, je le redis, à mon avis, le danger ne vient pas de là. Ça serait plutôt la banqueroute de Circle, de Coinbase ou de Center, le consortium, qui pourrait faire peur et qui pourrait faire ricochet grâce à des lois sorties d'un chapeau, grâce à des avocats brillants qui feraient raquer en fait les possesseurs de stablecoins plutôt que les débiteurs de ces grands groupes qui eux aussi ont certainement des avocats 5 étoiles, ceinture noire, 150e dan. Et comment va Coinbase au fait ? Eh bien, Coinbase a fait son entrée en bourse, et depuis son entrée en bourse en avril 2021, ils ont fait un bon moins 84%. Ça se passe pas ultra bien. On nous parle d'une market cap de 11 milliards, c'est-à-dire même pas 20% de la market cap du stablecoin qu'ils gèrent. Enfin, ils ne le gèrent pas directement, mais vous m'avez compris. Donc, il est clair qu'en cas de problème avec USDC, ils ne pourront pas mettre la main à la poche pour sauver USDC, tout simplement parce que leurs poches ne sont pas assez profondes en ce moment. Et c'est vrai que ça serait une complète catastrophe pour eux. Pourquoi ? Parce que leur nom est très lié à ce coin, et donc du coup ça les traînerait dans la boue, et ça serait une catastrophe pour eux. Alors bien sûr, j'aimerais attirer votre attention pour vous dire à quel point ces deux entreprises sont intriquées, même si elles sont séparées. Et ils annoncent le 30 juin, donc il y a vraiment pas longtemps, que pour eux, USD, c'est équivalent. C'est du 1 pour 1 maintenant sur leurs exchanges. Vous déposez de l'USD, vous déposez de l'USDC, c'est la même chose. Vous êtes crédité dans un truc qui considère que USD et USDC, c'est le même truc. Et donc cette cagnotte unifiée pourra être utilisée pour aller trader sur les order books, donc sur les paires de liquidités qui sont dans l'exchange, qui ont affaire au dollar directement. Donc vous arrivez avec des USDC, vous n'avez pas besoin de les convertir, et vous pouvez directement trader du dollar sur du Bitcoin ou de l'Ethereum par exemple. Et en plus de ça, vous arrivez avec de l'USDC, vous pouvez directement retirer de l'USDC
sans aucun problème, sans faire de conversion sur, par exemple, je sais pas moi, la blockchain Solana ou Ethereum, peu importe. Et si vous arrivez avec de l'USDC, vous pouvez directement retirer de l'USD, pareil, sans conversion, vers votre compte en banque. Je rappelle, Coinbase, 11 milliards de capitalisation, USDC, plus de 50 milliards. Et un autre tweet qui date d'hier soir, et qui est très intéressant aussi, on voit qu'ils ont achevé cette intégration de l'USDC, en tout cas ils sont allés beaucoup plus loin dans cette intégration, en unifiant carrément les paires de liquidités. C'est-à-dire que maintenant, il y a une paire de liquidités USDC/USD versus Bitcoin, il n'y en a pas une pour USD et une pour USDC. C'est le même carnet d'ordre. À tel point que les gens qui avaient utilisé ce truc-là vont devoir réinitialiser leurs ordres de marché. Ce qui veut dire que toutes les opérations d'arbitrage sur USDC vont se faire ou peuvent se faire via Coinbase, et en tout cas, dans le cas d'un dépeg sérieux sur USDC, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur Coinbase. Imaginez un dépeg de 5, 7, 10% extrêmement temporaire comme on l'a vu sur USDT au moment du dépeg d'UST sur USDC directement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des opérations d'arbitrage où les gens achètent de l'USDC à pas cher en échangeant par exemple des BUSD ou des dollars américains, puis ils vont acheter des bitcoins sur Coinbase directement, ils vont acheter des bitcoins et ensuite ils vont revendre ces bitcoins sur Binance contre du vrai dollar. Ça va siphonner les liquidités de Coinbase en bitcoin par exemple sur un dépeg d'USDC. Ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques sur l'exchange. Donc quand ils font ça, ils prennent tous les risques, une sorte de garantie de convertibilité non juridique mais pratique entre l'USD et l'USDC sur Coinbase. Honnêtement, c'est le genre de décision qui fragilise Coinbase parce que en cas de problème, Coinbase saute. Donc ce qui vient de se passer est absolument majeur. Alors il y a des gens que ça va complètement rassurer pour la convertibilité du USDC et il y a des gens au contraire qui vont se dire tiens, il y a un risque sur USDC et ce risque maintenant est directement sur Coinbase, ou en tout cas il y a un risque de propagation, un risque de chute des dominos sur Coinbase directement. Et malgré la vente massive de ces actions en bourse et le chute du cours, pour voir que fondamentalement cette entreprise va super bien et qu'elle a été super bien gérée pendant le bull run, Bloomberg nous informe qu'ils virent 18% de leurs salariés, ce qui est une preuve que en fait ça va pas bien du tout chez Coinbase. Et on rappelle ce genre de boîte, le business model, c'est quoi? C'est prendre des commissions sur les trades de leurs clients. Donc plus ils ont de volume, plus ils font de pognon. Alors il y a deux types de volume. Il y a le volume du prix spot et il y a le volume des futures, c'est-à-dire il y a les traders qui font de la position à levier et il y a les traders qui tradent du vrai Bitcoin, on va dire. On va pas faire une analyse en profondeur, mais on va regarder en diagonale un petit peu comment il se situe sur les plus grosses positions. Donc là, j'ai trié par volume, puisque c'est sur le volume qu'ils font du pognon, et donc du coup, on peut aller voir dans ces différents coins ce qui se passe. Donc je vais voir les 4 plus gros jusqu'à USDC parce que USDC c'est leur truc aussi quoi. Donc sur USDT, quand je trie par volume, Coinbase, je les trouve à la 50e position. Franchement ça m'étonne. Sur Bitcoin, je les trouve à la 10e position. Sur Ethereum, je les trouve à la 8e position. Sur BUSD, 29e position. Et sur SDC, je les trouve même pas, mais c'est peut-être du fait de ce mix de carnet d'ordre ou je sais pas quoi. Donc je sais pas à quel point on peut faire confiance à ces chiffres qu'on trouve sur CoinGecko et à quel point c'est représentatif. Mais par contre, ce que je vois et ce que je constate, c'est que Binance est en première place absolument presque partout, franchement. Sauf en USDC où ils se font damer le pion par Uniswap. Bref, est-ce que l'entreprise Coinbase va bien? Non. Est-ce que si Coinbase fait faillite, c'est la fin de l'USDT, c'est fini, c'est foutu, on saute tous par les fenêtres? Probablement pas. Par contre, ça devrait certainement provoquer un bank run et révéler un problème s'il y en a un.
Est-ce que s'il y a un problème sur USDC, Coinbase va pouvoir venir voler à leur secours? Franchement, non, je ne pense pas. Ils sont déjà obligés de virer des gens parce que ça va trop mal. Est-ce que c'est possible que les mecs en cravate font des micmacs de comptabilité et qu'il y ait des dettes par-ci par-là, des banqueroutes de Triaro Capital, des banqueroutes de Celsius dans lesquelles ils avaient des participations ou je sais pas quoi, qui soit mis sur le tapis, qui soit mis sur une boîte, puis sur une autre, puis je sais pas quoi. Et paf, à la fin, ça se retrouverait sur le dos des détenteurs d'USDC si la market cap d'USDC venait atteindre un certain palier. J'en sais rien du tout. Notez bien que ce truc de pas être bankruptcy remote, c'est-à-dire qu'en cas de problème, on ira taper dans cette cagnotte, tous les mecs en cravate, eux, ils connaissent parfaitement ce genre de mécanisme, même si pour nous, c'est un peu flou. Donc je pense très sincèrement qu'un mec en cravate, quand on lui demande est-ce que c'est sage ou est-ce que c'est pas sage de prêter énormément de pognon à l'entreprise qui gère USDC, il dit vas-y, t'inquiète pas, tu peux y aller, de toute façon, on tapera dans la caisse du USDC en cas de problème. Avoir de l'USDC dans son wallet, ça veut dire que l'entreprise qui émet les USDC vous doit du pognon. Voilà, je le rappelle, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, la prochaine vidéo traitera de BUSD et je montrerai pourquoi, à mon avis, c'est un bien meilleur choix. On parlera de DAI très bientôt et peut-être qu'à la fin de cette petite série sur les stablecoins, on ira regarder un petit peu cette croisée des chemins là au niveau des market cap. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça peut venir? En attendant, abonnez-vous à mon Twitter, mon Telegram. Si vous êtes anglophone, si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, je vous le dis, abonnez-vous à Drunken Tapir. C'est une newsletter très cool que je co-rédige avec un collègue. Il y a déjà quelques articles qui sont sortis, vous pouvez aller les voir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.